Et ce soir, la secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. À peine vous avez été choisi par le nouveau gouvernement cet été, tout de suite, aux côtés de Gabriel Attal parfois, vous avez été sur le grill, multipliant les déplacements à l'outre-mer, à l'étranger, beaucoup en métropole. Quel diagnostic général, comme ça tout de suite, vous faites de la jeunesse en France ? Effectivement, dès que je suis arrivée dans le ministère de l'Éducation nationale en tant que secrétaire d'État en charge de la jeunesse du SNU et de la vie associative, j'aime bien la rappeler parce que c'est important. Mon premier enjeu, ça a été surtout de ne pas m'installer dans le bureau et de tout de suite remettre mes baskets et d'aller sur le terrain pour pouvoir écouter et échanger avec les jeunes et vraiment pas simplement essayer de qualifier notre jeunesse, ce qu'on a beaucoup passé de temps à faire, mais plutôt essayer de les comprendre et de les entendre. Et ce que j'ai beaucoup entendu aussi bien dans l'Essonne, dans la Creuse, à l'île de la Réunion, en Île-de-France, aujourd'hui à Lille, hier dans les Hauts-de-Seine, c'est qu'en fait ils ont une colère sourde, non violente, non violente. Et cette colère, elle exprime surtout une frustration qui est très simple, c'est qu'ils ont le sentiment d'être administrés et absolument pas responsabilisés. C'est-à-dire ? Nos jeunes, de manière assez simple, dans leur diversité, dans leur pluralité, nous reconnaissent effectivement que les politiques, quels qu'ils soient, à quel échelon que ce soit, municipalité, département, région, État, font beaucoup de choses pour eux. Mais ce qu'ils disent, c'est que... Il n'y a pas de conséquences pour eux directement. Pas forcément ça, c'est qu'ils disent en fait, vous faites pour nous, mais on aimerait que vous nous appreniez à ce qu'on fasse nous-mêmes en fait. Et cette capacité à être en responsabilité et être acteur de son destin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le voit depuis maintenant quelques années, on a effectivement des défis qui sont face à nous. On a eu la crise sanitaire, on a la guerre qui revient sur notre continent, on a l'enjeu climatique qui se fait d'autant plus important. Et en fait, ils veulent être en responsabilité. Ils veulent être des acteurs. Mais ça, c'est de la démocratie directe versus la démocratie représentative. On ne peut pas leur donner les clés qu'ont les délégués, qu'ils soient collectivités territoriales ou l'État directement. C'est pas forcément ce qu'ils demandent. Ils veulent être acteurs dans leur quotidien. Par exemple. Et donc, au travers, par exemple, de la vie associative. Oui, à laquelle vous allez accorder un budget supplémentaire. Exactement. Sur lequel j'ai effectivement réussi à avoir un budget supplémentaire, c'est-à-dire 20 millions de plus pour l'année 2024, qui viennent effectivement soutenir notamment les petites et moyennes associations dans lesquelles de nombreux jeunes s'engagent en proximité. Pour effectivement, je vous disais par exemple l'enjeu climatique, avoir des actions très concrètes du quotidien. Ou alors le sujet de la lutte contre les discriminations, ou alors le sujet du harcèlement, dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Le sujet du harcèlement, Gabriel Attal a présenté un plan et eu égard aussi à ce qui s'est passé au rectorat de Versailles. Qu'est-ce que c'est ça ? On a dit, on peut utiliser les formules qu'on veut. Il a donné un coup de pied dans la fourmilière, il a secoué le mammouth, comme le disait Alexandre Chaudreau d'Europe 1 tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une administration toute puissante qui se sent intouchable ? Alors je pense qu'il faut nuancer et relativiser. Effectivement, déjà, il y a eu le courrier de la honte qui a permis... Vous reprenez ce mot-là, la honte. C'est un courrier de la honte. Je le dis de façon très claire et sans ombrage. Je pense qu'il est important aussi de mettre des mots sur des choses qui sont inadmissibles, intolérables. Maintenant, une fois qu'on a mis ces mots, il faut des actes. Et aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que quand il y a des défaillances, eh bien, il ne faut pas regarder à côté. Et il ne faut surtout pas mettre sous le tapis. Il faut pouvoir les mettre sur la table, les regarder et avancer, effectivement, pour dénoncer un certain nombre de choses, mais agir pour que ça ne se reproduise plus. Et ça s'est jamais vu, ça, avant ? On n'a pas pris en compte des cas, des signalements c'est pas le premier cas de harcèlement qui ressort. Là, c'est la première fois qu'un ministre va dans un rectorat en disant « Écoutez, on arrête tout, là. C'est pas possible, vous n'avez pas le droit d'envoyer ce genre de courrier. » Ça s'est passé par le passé aussi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça sort aujourd'hui ? Vous savez, l'enjeu que j'ai et l'enjeu qu'on a, c'est pas simplement de refaire l'histoire, mais c'est de préparer les jours qui viennent et les mois et les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'effectivement il y a eu ce courrier de la honte, Gabriel Attal a réuni l'ensemble des recteurs pour effectivement faire un inventaire de l'ensemble des courriers, des alertes qui avaient pu être faites, des procédures engagées
pour éventuellement voir les défaillances et ensuite pouvoir dire comment on avance au regard d'éventuelles défaillances, mais également de choses qui se passent bien, parce qu'il faut aussi le rappeler, nous avons des acteurs du milieu éducatif qui sont engagés au quotidien, et j'aimerais simplement rappeler qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et ça, je pense que c'est aussi important de le dire. Et je le dis en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, je le dis en tant que secrétaire d'État à la jeunesse rattachée au ministère de l'Éducation nationale, et je le dis aussi en tant que maman et mère de 2 enfants qui sont dans le système éducatif. Oui, il y a des défaillances, mais non, le système n'est pas défaillant dans sa globalité. Et nous avons un formidable réseau d'enseignants, de proviseurs, de chefs d'établissement, d'animateurs, d'accompagnateurs d'enfants au quotidien qui font un travail irréprochable. Et vous oubliez de dire, mais vous l'avez dit précédemment, secrétaire d'État également chargé du SNU, le service national universel. Est-ce qu'on peut rajouter obligatoire ? Écoutez, alors effectivement, on peut poser la question de l'obligation, pas obligation. Moi, ce que Je vous pose la question parce que certains observateurs ont mis en exergue le fait que vous êtes contredite à 30 jours d'écart. Eh bien, vous avez raison de le souligner. C'est effectivement quand je suis arrivée au secrétariat d'État, on m'a posé la question, et c'était sur une interview qui était quand même un peu plus longue qu'une simple capsule Twitter. Ça se passe toujours comme ça, vous le savez. Mais c'est très bien, et honnêtement, je suis pas là en train de dire de dénoncer ou quoi que ce soit. C'est comme ça et c'est ainsi. Et effectivement, je pense que mon propos pris dans cette petite capsule d'1 minute ou de 2 minutes, du coup, a semé le trouble. Et c'est pour ça que j'ai fait ensuite l'interview d'après. Pour rappeler que l'ambition de 2017 portée par le président de la République sur le service national, qui a vocation à être universel et donc à être généralisé, cette ambition n'a pas changé d'un iota. Nous devons continuer à faire en sorte que, effectivement, toute une cohorte de générations puisse passer par ce passage républicain qui est le service national universel. À quoi ça sert ? Merci. Et maintenant, la question, c'est effectivement à quoi sert le service national universel ? Ce dont je me rends compte, c'est qu'il est souvent mal compris et donc souvent soit fantasmé et ou caricaturé. C'est-à-dire ? Le service national universel, c'est ni l'armée ni une colo. C'est un temps. Il y a un gap entre les deux. Bah oui, non, mais pourquoi je le dis ? Parce que souvent, en fait, on a tendance à dire, certains disent, oui, mais c'est le service militaire parce que on chante la Marseillaise et on lève le drapeau français. Je ne suis pas sûre déjà que ce soit le service militaire. Ça, c'est simplement rappeler les symboles de notre pays, qui d'ailleurs existent dans d'autres temps. En ce moment, nous sommes sur la Coupe du Monde de rugby. Je ne suis pas sûre que quand on est en train d'assister à un match de rugby, on soit tous militaires d'un coup. Pas du tout. Ensuite, pourquoi je parle effectivement de colo ? Parce que d'autres vont nous dire et nous vont retenir que les moments effectivement festifs, parce qu'il y en a dans le service national universel. Eh bien oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un temps où on prend déjà du temps pour soi. C'est 12 jours où on est en communauté avec des jeunes de son âge, certains jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs, sur un territoire qu'on n'aurait jamais peut-être vu par ailleurs, et où on va apprendre à s'engager avec des associations très locales. Vous avez envie de donner envie, sans paraphraser quoi que ce soit, ou est-ce que ce mot obligatoire vous fait peur, ou comment est-ce qu'on va arriver à trouver un modus vivendi en disant on ne va pas forcer les gens à le faire, mais en même temps, ça serait pas mal que vous le fassiez ? En fait, le premier enjeu, c'est effectivement de l'expliquer. Souvent, là, vous l'avez expliqué. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Bon. Et donc, je vous remercie de me laisser le faire. Ensuite, l'enjeu, c'est sur la question obligatoire, mais c'est pas de mon ressort. Moi, je veux qu'il soit généralisé. Parce que pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit généralisé. Mais généraliser, c'est obligatoire ? Maintenant, il faut voir. Là, ça va faire partie, je suis désolée. On joue sur les mots, là. Hein. Non, on va nous apporter un petit Robert et puis on va voir généraliser, obligatoire. Je refuse de jouer sur les mots et encore moins de jouer avec nos institutions. Nous avons effectivement un Parlement qui pourra peut-être effectivement se saisir du sujet. Nous avons différents autres outils qui pourront aussi... Un 49.3 ? Non, un 49.3, il faut qu'il y ait un texte avant. Et le 49.3... Vous pourrez faire un texte. Non, on va pas faire... Enfin, encore une fois, le 49... je sais pas, il y a un jeu législatif, on peut jouer comme ça longtemps, après Thévenot. Non, mais avant du 49.3, mais il peut y avoir un débat en commission, au Parlement. Je suis une ancienne parlementaire et je peux témoigner ici, vraiment en expérience concrète. Avec une majorité relative, vous le savez bien. Eh bien, justement, on parle beaucoup du 49.3 sur les budgets. Je suis désolée, encore une fois, cette année de le dire, et je l'avais dit l'année dernière à votre micro aussi. Arrêtons de faire comme si on découvrait les choses. Aucune opposition ne vote le budget d'une majorité. C'est comme ça. Ça se passe au niveau de la nation, ça se passe au niveau des municipalités. Et donc, comme il n'y a pas de majorité absolue, du coup, on fait un 49.3, c'est comme ça va continuer. Je sais pas comme ça va continuer. C'est qu'en fait, on va être très clair, on fait comment sans budget ? On fait comment sans budget pour porter des politiques publiques ? Donc, on va continuer. En revanche, on va continuer de cette façon, Prisca Thévenot. Sur les budgets.
En revanche, après, si les oppositions décident de plus être dans cette démarche, Si ok, elles décident de voter, on le fera c'est plus. leur responsabilité. Mais en revanche, ne réduisons pas les textes et le travail parlementaire qui a été fait pendant un an au simple texte budgétaire. On a eu plus d'une cinquantaine de textes qui sont passés, aussi bien des propositions de loi portées par les parlementaires que des projets de loi portés par le gouvernement. Ils sont passés, ils ont été votés, ils ont été travaillés et amendés. Et ça, je pense qu'il faut aussi le reconnaître, notamment reconnaître le travail de l'institution qu'est le Parlement. Je reviens 2 secondes sur le service national universel, puisque vous êtes en charge de cela et ça concerne 90 000 jeunes depuis 2019. Oui. Il y a certains observateurs, je pense à Marie Trélucane qui a publié un livre il y a 2 ans dans lequel elle prône un service militaire de 8 mois pour faire renaître ce qui a, selon elle, disparu en France. Il reste liberté, égalité, mais il manque la fraternité. Est-ce qu'en 12 jours, concrètement, on a le temps de faire... quelle est la formule du président Nation. Faire nation, Faire merci. nation. Apprendre à faire nation ou se rappeler qu'en fait, on joue dans la même équipe et qu'on joue sous Est-ce le que même 12 jours, drapeau. ça suffit ou est-ce qu'il ne faut pas 8 mois Mais encadrés par... vous avez complètement raison. Est-ce que le service national universel, sur son séjour de cohésion qui est de 12 jours, est l'alpha et l'oméga d'un engagement ? Bien sûr que non. Mais Donc il n'est pas que ça, le Donc service il a national. vocation à être rallongé. Il n'est pas que ça, le service national universel. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de l'expliquer. Le service national universel, c'est effectivement cette phase 1 de cohésion de 12 jours, mais phase 1. Il y a d'autres phases derrière, et Marie Trélucane le sait très bien, il y a le service civique derrière, effectivement, qui permet de s'engager plus longtemps. Elle en est la fondatrice, donc elle en sait quelque chose. Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'il est aujourd'hui important de rappeler aussi que déjà d'une, l'engagement ne commence pas avec le service national universel, il commence bien avant, et c'est heureux, mais le service national universel est un temps fort de cet engagement, où on apprend à faire nation, à faire collectif. Et ensuite, il embraye potentiellement, et je le souhaite, sur le service civique, qui est une phase beaucoup plus longue d'engagement, qui, en plus, c'est sur des volets complètement divers. Moi, j'ai été avec Marie Trélucane, par exemple, pour rencontrer des jeunes en service civique, qui avaient un service civique sur la solidarité intergénérationnelle. C'est incroyable. Par l'action, on casse un certain nombre de fantasmes ou de non-connaissances des uns des autres, et on se rend compte qu'en fait, le lien est toujours là. Par contre, il faut peut-être de temps en temps reprovoquer ces moments de rencontre, et le service civique le permet. On va parler justement de l'engagement. Après une première pause, Prisca Thévenot, vous restez avec nous, secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel et à la vie associative. 19h43, Merci. Vous êtes bien sur Europe 1, on revient dans un petit instant. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Les grands témoins de l'actualité, comme tous les vendredis soirs, avec ce soir la secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel et à la vie associative, Prisca Thévenot. Qu'est-ce qu'on fait contre l'insécurité ? On a encore eu cette fusillade à Marseille. Quand on voit les images, les bras nous en tombent. On a cette voiture qui s'arrête en plein milieu de la circulation. Un type en sort avec une arme lourde, il tire sur des gens, il repart. Vous avez entendu également cette semaine, Prisca Thévenot, les mères de famille de cette école de Marseille, encore Marseille, réclamer des vitres par balle, de peur que leurs enfants qui voient des règlements de compte tous les jours avec encore des armes lourdes se prennent une balle perdue. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les protéger ? Oui, sur le sujet effectivement marseillais, il y a un enjeu de lutte contre la délinquance, la grande délinquance, le banditisme, avec effectivement des enjeux sur les armes, le trafic d'armes, mais aussi le trafic de stupes. Et sur ça, il faut continuer effectivement cette démarche de pilonnage. Qu'est-ce que vous appelez pilonnage ? Continuer à aller effectivement mettre à mal point de deal par point de deal par point de deal. Ce n'est que comme ça qu'on récupérera effectivement quartier par quartier. Il y a un sondage qui dit que 67% des Français souhaitent l'intervention de l'armée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir la BRI, le RAID, le GIGN ? On n'envoie pas l'armée contre sa propre population. En revanche, c'est pas parce qu'on n'envoie pas l'armée qu'on n'envoie rien du tout. De façon très claire, et Gérald Darmanin a été Pourquoi est-ce qu'on à n'enverrait l'attaque. pas l'armée contre... Qu'est-ce que ça veut dire dans votre bouche ? On a nos forces, on a nos forces de sécurité intérieure. On a la police, on a la gendarmerie. Mais vous savez bien qu'ils sont impuissants. Vous avez vu le... Ils sont pas impuissants. Vous avez vu le film Bac Nord qui résume bien les choses. J'ai vu le film. Je connais très bien effectivement le film Bac Nord qui Et vous résume. êtes allé sur le terrain aussi, donc vous savez de quoi il s'agit. De façon très claire, oui, j'ai vu le film Bac Nord, mais on ne peut pas dire qu'il n'arrive pas à arranger les choses. Et je le dis, c'est pas votre propos, mais je préfère quand même être sûre de le dire là au micro. Ces femmes et ces hommes engagés qui sont la police, la gendarmerie, les officiers des CRS, mais également les CRS 8 qui vont être envoyés effectivement à Marseille en renfort, ne sont pas impuissants. Ils sont au contraire mobilisés. Il y a un certain nombre de points de deal qui ont déjà été démantelés. Il y a aussi des procédures judiciaires qui sont accélérées avec des renforts humains pour accélérer les procédures judiciaires.
judiciaire, parce qu'il faut aussi lutter contre le sentiment d'impunité avec des procédures trop longues. Mais soyons très clairs, c'est pas parce que effectivement, il y a encore un certain nombre de points de deal sur lesquels nous sommes en train de nous mobiliser, que rien n'est fait et que nos forces de l'ordre sont incompétentes et pas mobilisées. J'ai jamais dit qu'ils étaient non, incompétents. C'est pas ce que vous avez dit, mais je préfère... Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive quand même à un point, on est sur une crête, puisque d'un côté, on nous dit on ne peut pas envoyer l'armée, la BRI, que sais-je, le GIGN, parce qu'on est dans un état de droit, mais d'un autre côté, Prisca Thévenot, excusez-moi, mais une cité cadenassée par le deal, où les habitants sont prisonniers de ces gens-là, est-ce que c'est ça l'état de droit aussi ? Mais on peut se poser la question légitimement, mais plus que de se poser la question, il faut pouvoir agir concrètement. Parce que pendant qu'on se pose la question ici, là, dans un studio au chaud et confortablement, si en vous sécurité, voulez, ça on prend fonctionne des casques pas. lourds et des gilets pare-balles et on y va, on va se poser la question là-bas. On n'a pas besoin d'y aller pour, effectivement, on le sait. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a cette action qui se déploie et qui se déploie avec des hommes et des femmes engagés, qui sont bien évidemment nos forces de sécurité intérieure. Quand je vous dis qu'on a envoyé plus de 400 hommes supplémentaires sur place, ils font un travail de façon très claire, ils démantèlent des points de deal. Parce qu'en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, ça vous concerne. Le gamin qui grandit dans cette cité cadenassée par le deal, quel avenir pour lui ? Souvent, vous pouvez finir la phrase. Et souvent, il se dit la seule option pour lui, c'est d'aller effectivement dans ces filières. Donc oui. Il se dit pas lui, c'est les autres qui lui disent tu vas venir parce que sinon, donc ça va mal finir. C'est pour ça qu'encore une fois, je le dis, notre enjeu, c'est d'aller au cœur du problème et d'aller démanteler un par un ces points de deal avec des saisies records qui ont été faites. Mais soyons très clairs, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et cette démarche-là est volontariste et menée avec Gérald Darmanin depuis maintenant un moment. Elle se poursuit, elle s'intensifie et elle porte des résultats. Alors vous allez me dire, oui, mais avec les témoignages que vous nous avez rappelés tout à l'heure, ça ne va pas assez vite. Certainement, mais les actions sont là, elles avancent. Jusqu'à présent, pas grand-chose avait été fait pour aller regarder ce qui se passe à Marseille, aller déployer des moyens supplémentaires, humains et effectivement de sécurité, mais aussi d'un point de vue judiciaire. Nous y sommes, nous le faisons et nous continuerons à le faire en déployant toujours autant d'énergie et de moyens concrets. Vous avez raison de dire que c'est le portefeuille de Gérald Darmanin et c'est à lui de régler la question de l'insécurité, mais vous, à votre niveau, Prisca Thévenot, sur ce qu'on appelle communément le narratif aux jeunes, pour leur faire envie, pour leur donner envie, pour leur donner envie de regarder autre chose que cette violence quotidienne, celle de prendre une arme, parce que finalement, cet homme qu'on a vu sortir de la voiture tout à l'heure à Marseille, il est extrêmement jeune. Il a vu des films, de la fiction et la vie quotidienne qu'il y a à Marseille. Puis il n'y a pas qu'à Marseille que ça se passe comme ça. On a vu des émeutes début juillet dans toute la France où malheureusement certains points étaient très durs. Qu'est-ce qu'on fait en tant que secrétaire d'État à la jeunesse pour dire attendez, il y a aussi une autre vie possible. Mais bien sûr, alors déjà effectivement... Sans vouloir vendre du rêve, parce que bon, c'est difficile. Et puis raconter des histoires, mais plus personne n'y croit. Il faut être dans la réalité, dans le concret et sans nier les difficultés. Déjà, effectivement, il y a un certain nombre de quartiers, pas que Marseille, de quartiers qui sont ruraux, urbains d'ailleurs, qui sont en proie à différentes difficultés. De la délinquance qui est de plus en plus jeune, avec des sujets encore sur un certain nombre d'orientations, d'emplois. Nous devons pouvoir adresser l'ensemble de ces difficultés. Sur le sujet effectivement de la sécurité, c'est tout simplement remettre effectivement plus de moyens à nos forces de l'ordre pour qu'ils puissent agir concrètement et qu'ils puissent être là aussi en prévention. De savoir qu'il y a des forces de l'ordre qui sont présentes, ça rassure aussi et ça dissuade aussi, il faut le dire de façon très concrète. Ensuite, il faut réinvestir sur tous les champs. L'éducation, Gabriel Attal le poursuit et l'a annoncé la semaine dernière, et hier d'ailleurs, et il le redit, sur aussi les enjeux d'emploi. Oui, et l'engagement. Vous parliez de l'engagement et vous disiez que dans certains territoires d'outre-mer, notamment, l'engagement est extrêmement puissant, peut-être un peu plus d'ailleurs qu'en métropole. Oui, l'engagement est très important et on a une jeunesse engagée. Pierre Devino, soyons très clairs, nous avons une jeunesse engagée. En général, en France, partout ? Oui, vraiment, je vous le dis. Elle est engagée, sauf que souvent, l'engagement ne trouve pas... de vecteurs pour exister. Et c'est pour ça que mon portefeuille aujourd'hui, c'est le secrétariat d'État à la jeunesse au SNU et à la vie associative. Jusque-là, la vie associative était portée par ailleurs. Aujourd'hui, cette cohérence, c'est pas simplement de rattacher la vie associative pour rattacher la vie associative, parce qu'il y a une cohérence. Nos jeunes ont vraiment envie d'être en responsabilité. Ils ont envie pleinement d'être acteurs du monde dans lequel ils vivent. Et un des premiers moyens de l'être, c'est de s'engager auprès d'associations, des petites, des moyennes, des plus grosses, mais de pouvoir effectivement agir concrètement. Avant de baisser les bras et de rejoindre le camp obscur, j'allais dire.
Je ne ferai pas un trait aussi simple et linéaire sur ces deux aspects-là, parce que c'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que les jeunes ne s'engagent pas que d'un seul coup, ils vont aller dealer. Pas du tout. Et puis, rappelons simplement qu'on ne peut pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal toujours à catégoriser de façon Mmh. aussi sec, que ce soit les jeunes ou pas les jeunes d'ailleurs. Non, nous avons eu un besoin d'engagement aujourd'hui. Et c'est les premiers qui le disent, c'est les jeunes. Et Les vous allez jeunes, le réussir avec l'exemple. Bah, alors, à chaque fois qu'on dit militaire, on dit oh là là, on va passer pour un vieux combattant. Mais en réalité, il y a aussi de l'engagement il y a chez les des jeunes réserves, soldats. bien Il y a sûr. des réservistes qui peuvent faire passer le message. Mais bien sûr, encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de considérer que des mots seraient tabous ou des propositions seraient incongrues. Tout est possible et tout est à la disposition de notre jeunesse pour qu'elle puisse s'engager. Alors bonne route, Madame la secrétaire d'État à Merci. la jeunesse, Prisca Thévenot. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans les grands témoins de l'actualité sur Europe 1.